One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial, votre rendez-vous quotidien consacré à la Coupe du Monde 2026. Dans cette émission, nous reviendrons sur les premiers jours de préparation des hommes de Vladimir Petkovic, sur la montée en puissance de Fares Chaibi, devenu l'un des hommes forts de cette équipe, mais aussi sur les différents scénarios de qualification pour les Verts. Et puis dans la deuxième partie, place au bilan d'une deuxième journée de Coupe du Monde, riche en enseignements. Les favoris ont répondu présents, les grandes stars ont encore brillé, tandis que plusieurs surprises continuent de bouleverser la hiérarchie mondiale. Et puis je serai accompagnée sur ce plateau par Jamel Rachdi. Bonsoir. Bonsoir, Khadija. Seul contre tous, Jamel Rachdi. En face de lui, Mustafa Maza. Allez, bonsoir Mustafa. Bonsoir tout le monde. Et j'ai laissé Khaled en dernier. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Bonsoir à tous messieurs. Et puis... Mettre à bord ici. Oui. Ah, c'est vous qui allez beaucoup de prétendants, attention. diriger aujourd'hui. Voilà. Et puis en visioconférence, Karim Matmour. Bonsoir Karim. Bonsoir tout le monde. Alors, Club Mondial, c'est tout de suite après le jingle. Et puis à peine revenus à Kansas City après leur victoire face à la Jordanie, les Verts ont rapidement basculé vers le prochain match face à l'Autriche. C'est un autre défi et donc l'équipe nationale est dans une phase décisive du tournoi. Jamel. Forcément, c'est un troisième match qui est très très important aussi pour la suite de la compétition. Il faudra l'aborder dans les meilleures conditions possibles. Surtout ne pas perdre. Que si on perd, on rentre dans un cycle de calcul avec les autres équipes qui ont 3 points. Bon, mais d'ici là, on pourra voir plus clair parce qu'on va jouer les derniers matchs. Le groupe va jouer le dernier match, le groupe J sera le dernier à évoluer. Donc on saura qui sera qualifié parmi les troisièmes des autres groupes. On pourra avoir une meilleure idée. Et puis les Verts ont franchi un cap mental, Khaled, après cette victoire face à la Jordanie. En attendant, le match face à l'Autriche, qui s'annonce aussi décisif, peut-on le dire? Décisif, important, tous les superlatifs que tu veux. Oui, ce match de la Jordanie, au-delà des 3 points, il a fait du bien mentalement. Il a donné de la confiance, surtout après la prestation contre l'Argentine. Donc on peut dire qu'on est rentré bel et bien dans cette Coupe du Monde. Puis après, au-delà des calculs par rapport à est-ce qu'on fait un match nul, est-ce qu'on fait moi, je pense qu'il va falloir jouer ce match en essayant de le gagner, en essayant de faire une bonne prestation dans la continuité de ce qu'on a pu voir contre la Jordanie, même s'il y a encore des choses à perfectionner.
Mais je pense qu'il faut qu'on garde cette dynamique. Et surtout, on a aussi un précédent avec l'Autriche. Donc, même si c'est lointain, je pense qu'il va falloir aussi essayer de régler des comptes footballistiques. Donc, j'espère que oui, ça va être un déblocage au niveau du match contre la Jordanie pour pouvoir bien préparer ce match qui est décisif selon moi. Et puis cap sur l'Autriche après la victoire face à la Jordanie, avec un moral au beau fixe, Mustapha. Oui, il n'y a pas mieux de gagner des matchs comme ça, difficiles, et rester en vie. Surtout sur le match qu'on a eu contre l'Argentine. Donc pour nous, déjà, c'est un match très très bon pour le moral, ainsi pour la sérénité du groupe et pour l'ambiance qui règne autour de notre sélection. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à régler sur tous les plans, soit ça sur le plan défensif ou sur le plan offensif. Après, donc, le match de l'Autriche va être très très difficile et très compliqué au vu de la prestation de cette équipe lors de leur premier match, et ainsi que le deuxième match. Donc on a une idée fixe sur cette sélection qui cherche toujours la verticale, très bonne techniquement, très bonne dans les transitions, physiquement excellente. Donc c'est à nous de faire le match qu'il faut et de gagner ce match. On a tous les moyens. Et puis, oui. Je ne pense pas qu'il faudra rentrer dans ce match avec à l'esprit un règlement de compte. 82, ça fait 44 ans. On a oublié ça. On a totalement oublié ce qui s'est passé entre l'Autriche et l'Allemagne. Moi, je pense que le plus important, c'est de jouer, de se qualifier. C'est le résultat qui importe le plus. Ni la manière, ni rien du tout. On ne va rien demander aux joueurs, si ce n'est de jouer avec cran et d'assurer leur qualification au second tour. Surtout, si on gagne, on aura comme adversaire probablement l'Espagne. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, si on sort second. Si on sort troisième, je pense qu'on aura beaucoup plus de chances d'aller encore un peu plus loin. On parlera tout à l'heure des scénarios de qualification. Karim, au-delà du mental, au-delà de la victoire face à la Jordanie, il y a aussi la gestion physique de l'effectif qui devient déterminante à ce point-là, voilà. Oui, alors déjà, il faut tout remettre un peu dans son contexte. C'est vrai qu'on a réussi à revenir au score, donc c'est ça ce qui est plutôt encourageant par rapport au mental et à ce qu'a pu montrer l'équipe, c'est-à-dire ne pas s'effondrer, parce que le scénario est prêté, pouvait croire que l'équipe allait s'effondrer, mais elle a su, quand même relever le défi, peu importe la façon, l'art et la manière. Il y a le résultat. Le résultat, c'est qu'elle a réussi à prendre les 3 points qui étaient cruciaux. Pour autant, après maintenant, la confiance, c'est vrai, ils l'ont eu, parce qu'ils ont réussi à se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables, mais je pense que chacun des joueurs est aussi assez conscient de l'adversaire qui est en face, c'est-à-dire que la Jordanie qu'on respecte énormément, mais qui au niveau de l'adversité ne représentait pas non plus un des favoris du tournoi. Donc il faut relativiser, c'est-à-dire dire d'un côté c'est bien, on a su remonter, d'un autre côté être conscient, ça n'efface pas tout. Il y a encore du travail, il faut rester concentré et je pense qu'après on fera les scénarios, mais le match nul est obligatoire. Je veux dire, 3 points ne suffisent pas, il faut aller chercher un résultat face à l'Autriche. Et l'Autriche, c'est un bon client, un gros client. Oui, un bon client. On a hâte de vous avoir avec nous pour faire cette analyse sur cet adversaire, justement. Mais en allemand. Exactement. En plus, c'est une équipe qui connaît très bien, en plus. Allez, on va parler... En plus, bon, je peux spoiler un peu, mais un petit peu, intéressant à voir, non, mais alors, au-delà de la présentation technique que je vais faire, il est possible là qu'il y ait une personne, un ancien international de l'équipe d'Autriche qui interviendra aussi, on va voir, pour qu'il puisse nous donner aussi un peu le point de vue depuis l'Autriche, de voir comment eux ils nous perçoivent, parce que nous on a une vision avec cette histoire-là. Est-ce que c'est le cas chez eux aussi? Est-ce que comment ils appréhendent le match, comment ils nous voient nous les Algériens et la difficulté qu'on peut représenter pour eux. Donc c'est potentiellement une présence qu'on aura en distance sur le plateau. Trop classe, on a de la chance d'ici là. Et puis Khaled, on va parler de récupération physique. Comment le staff doit-il gérer justement les jours qui séparent l'équipe de ce match, encore une fois décisif? Ouais, comme tu l'as dit, beaucoup de récupération, mais c'est plus facile de récupérer quand tu fais un résultat positif que quand tu sors d'un échec. Donc je pense que les prépas physiques ou même les kinés sont là justement pour ça,
Ils savent que c'est un tournoi, ils savent qu'on joue tous les 4-5 jours. C'est plus tous les 3-4 jours, c'est les 4-5 jours. Donc ils ont quand même 1 ou 2 jours en plus de récupération. Le seul bémol, c'est que nous, on a voyagé. Et on a longuement voyagé. C'est-à-dire qu'on est parti de Kansas City à San Francisco, on fait le retour. Donc oui, il va y avoir une revue d'effectifs au niveau des entraînements. Il y aura des groupes qui vont s'entraîner différemment. Mais je pense que les joueurs, seront prêts pour ce match contre l'Autriche. Ils savent que c'est une petite finale et tout le monde a envie d'être là, présent, pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Oui. Et puis, on va parler de ce style autrichien. Est-ce qu'il convient davantage, à votre avis, à l'Algérie, Jamel ou Mustafa? Le style autrichien. Le style autrichien, c'est le football européen. Hein. Les joueurs évoluent pratiquement tous en Bundesliga, donc ils sont entraînés un petit peu du football allemand, européen. Et c'est surtout un test différent par rapport à l'Argentine et à la Jordanie. Il n'y a aucun doute. C'est totalement différent. On va jouer une équipe européenne avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire l'engagement physique, la qualité des joueurs, je ne sais pas, surtout l'engagement. L'engagement, ça va être très, très, très fort avec les Autrichiens. Sur le plan physique, ils sont très robustes. Mais bon, si, encore une fois, je répète, si on joue avec nos propres valeurs, nos propres éléments, on peut bousculer cette défense, comme on peut bousculer n'importe quelle défense dans ce championnat, dans cette Coupe du Monde. Pour peu qu'on joue comme on a l'habitude de jouer. Je parle en attaque. Hein. Défensivement, c'est autre chose. Et puis, doit-on viser la victoire ou le nul, On va y aller pour gagner, c'est clair. On ne va pas chercher les nuls, c'est clair. C'est vrai que ça va être une confrontation très difficile au vu de ce qu'a présenté cette sélection lors des deux matchs. Même le dernier match contre l'Argentine, les Schmitt, les Sabitzer, de très bons joueurs de transition. C'est des joueurs qui vont vers l'avant, qui mettent la pression. Une équipe qui joue de derrière et qui va vite. Donc ça va être très difficile. Après, à nous de s'organiser, d'être là sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan mental et aussi sur le plan tactique pour essayer de les contrer et de partir dans leur dos. C'est-à-dire qu'on a les moyens. Après, ça va être un match compliqué et difficile, hein, il faut le reconnaître. Ce sera un match ouvert, Khaled, à votre avis? Oui, je pense qu'il va être différent du match contre la Jordanie, c'est sûr, ils ne vont pas attendre. Par contre, oui, pour revenir sur les caractéristiques de l'Autriche, c'est un football d'intensité. Donc c'est des joueurs qui courent, c'est des joueurs qui, la majorité joue en Allemagne, donc c'est très vertical, c'est fort à la transition, ils sont capables aussi de ressortir de derrière. Sur les coups de pied arrêtés, ils sont pas mal non plus, ils montent avec de la taille, donc c'est une équipe assez complète. Hein. Ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Je pense que nous, comme je vous l'ai dit, cette victoire va nous permettre d'aborder ce match avec un peu plus de confiance, mais il va falloir être vigilant, notamment à la perte de balles, parce que c'est une équipe qui va aussi vite devant. Donc oui, non, mais de toute façon, ça va être. On l'avait dit dès le départ, il y avait l'Argentine, la Jordanie. qu'on connaissait les caractéristiques, et l'Autriche, moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'on n'en parlait pas autant. Oui. Alors que, comme l'a dit Mustafa, lors du match contre l'Argentine, elle était à 2 doigts d'égaliser, malheureusement après un deuxième but dans les arrêts de jeu de la fin du match. Mais c'est une équipe qui impose son style. Donc oui, ça va être un match compliqué. Mais voilà, je reste persuadé qu'avec ces 3 points qu'on a eus contre la Jordanie, on va l'aborder dans des bonnes dispositions. Karim, je vais essayer de résumer en quelque sorte ce qui a été dit aujourd'hui ici, sur ce plateau, par Jamel, par Khaled et par Mustafa. Donc face à l'Autriche, le contexte sera complètement différent. Rythme européen, intensité élevée et davantage d'espace. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet adversaire ? Moi, je peux essayer de définir un peu ce que ça veut dire intensité avec un coach qui s'appelle Ralf Rangnick, qui était, comme je l'avais déjà raconté un peu. Alors, son histoire, c'est qu'il était l'entraîneur de Hoffenheim, qu'il avait pris, on l'appelle un peu le professeur. C'est la réputation qu'il a en Allemagne. Il s'est fait connaître à Hoffenheim. Il a fait grandir le club de amateur jusqu'à l'Europe. Et ensuite, il est parti à Leipzig. À Leipzig aussi, il a développé tout le football qui a fait de Leipzig et le conglomérat Red Bull d'une manière générale. C'est lui qui est derrière la philosophie de tous les clubs Red Bull dans tous les pays, donc à New York, en Australie, en Allemagne, en Autriche. Ils ont des clubs un peu partout et c'est lui qui est derrière un peu la philosophie de ce club-là.
Et là maintenant, il est l'entraîneur de l'équipe nationale d'Autriche. Donc, il a mis à peu près les mêmes éléments et il met dans cette équipe-là les choses qu'on pouvait voir quand il était à Hoffenheim et quand il était à Leipzig. C'est-à-dire que quand on dit un football d'intensité, c'est des joueurs qui sont tous très, très forts physiquement. Ils ont une grosse VMA, ils font beaucoup de courses. Ils courent énormément avec beaucoup d'intensité. Ils sont très, scolaires, c'est-à-dire que tactiquement, ils sont en place. Chacun fait sa position, là, il n'y a pas de hasard. Et chacun sait ce qu'il doit faire. Ils savent quand ils doivent presser, ils savent quand ils doivent revenir. Ils ont beaucoup d'expérience là-dessus. Et chacun fait son rôle à la perfection. Donc voilà, ça va être une équipe très disciplinée qui va mettre beaucoup, qui est capable de beaucoup courir et mettre beaucoup d'intensité dans les courses. Et puis Jamel, ça en dit long sur l'adversaire et le coach. Au-delà de la difficulté de rencontrer une équipe autrichienne, moi je pense que, je ne sais pas si Khaled et Mustafa sont d'accord et Karim, on va jouer avec moins de pression que par rapport à la Jordanie. C'est-à-dire sur le plan psychologique. Oui, bien sûr. Le match, parce que le tournant de ce mondial, c'était le match contre la Jordanie. Je m'explique, il fallait coûte que coûte gagner. Voilà. Par contre, contre l'Autriche, on jouera moindre parce que, d'abord, nous avons déjà 3 points. On ne figure parmi les équipes qui pourraient éventuellement se qualifier avec 3 points. Et on n'est pas obligé d'aller chercher la victoire. C'est ça ce que je veux dire. Pourquoi je te dis, Jamel, qu'il ne va pas falloir calculer? Parce qu'en fait, ces calculs, tu vas les avoir quand? Tu vas les avoir, les résultats de ces calculs-là, tu vas les avoir peut-être 24 heures avant notre match? Non, 48 heures, 72 heures au moins. Tu peux les avoir, si. Parce qu'il n'y a pas de... Oui, on peut savoir si on sera qualifié au moins 48 heures avant. Parce qu'en fait, si toi, tu n'as pas les informations tôt, comme il dit Jamel, toi, comment tu vas préparer mentalement ton équipe, si ce n'est de jouer pour gagner? Pour gagner. Parce que si tu la prépares en disant... Parce que si moi, je peux rajouter un paramètre, c'est-à-dire que même si on dit, imaginons que quand on arrive le jour du match, on fait parmi les 8 meilleurs troisièmes. Mais il va y avoir un élément qui, je pense, sera aussi déterminant, ce sera le goal à virage. Donc même en se disant, on est qualifié même si on perd, non, attention, parce qu'avec le goal à virage, tu peux redescendre. Non, il faudrait pas qu'on perde, parce qu'eux aussi se retrouvent dans la même situation. Ils ont 3 points comme nous, on a 3 points. Donc, des fois, on se dit, pourquoi aller chercher le diable? Et puis, Mustafa, vous êtes d'accord avec Jamel quand il dit... Je ne sais pas si mon message est passé ou pas. Auprès des Autrichiens Auprès des Autrichiens ou... Oui, auprès des Autrichiens, auprès de nous. Ok, Mus, est-ce que vous êtes d'accord avec Jamel quand il dit on va aborder ce match avec moins de pression, entre parenthèses, mentale? Moi, sincèrement, dans cette situation, je ne suis pas calculateur. Je ne calcule pas. Moi, je parle de moi. C'est-à-dire? Toi, tu veux gagner, aller jouer l'Espagne. C'est ça. Jouer, gagner. Non, moi je préfère ne pas gagner et jouer une autre équipe que l'Espagne. On peut rencontrer, comme meilleur troisième, on peut rencontrer l'Angleterre aussi. C'est moindre que l'Espagne. Quand même. Soyons logiques. Après l'état de forme des joueurs et la stratégie déjà choisie par Petkovic, après on verra. Donc pour nous, il faut rentrer, il faut essayer de faire le tout pour essayer d'avoir un bon résultat. Tu calcules pour un match nul, tu vas sortir bredouille. Attention, si tu vas jouer l'Autriche, on les a vus jouer, c'est pas des joueurs qui calculent. Ils vont directement, c'est des joueurs qui... À leur risque et péril aussi. Voilà. Donc ça va être très difficile, un match très difficile. Moi, sincèrement, je ne sais pas si Karim va me rejoindre, mais calculer pour calculer, non. Jouer le tout pour essayer de faire un bon résultat. On l'espère bien. En tout cas, on va passer parmi les satisfactions. On a peut-être notre esprit réduit. Les Autrichiens ont un esprit beaucoup plus large. C'est-à-dire, pour eux, il faut qu'ils battent l'Algérie pour être second au classement et rencontrer l'Espagne. C'est-à-dire qu'ils sont fous. Après, peut-être que la perception, Jamel, de l'Espagne, c'est pas la même pour les Autrichiens que pour nous. La perception de l'Espagne, peut-être que pour les Autrichiens, c'est pas la même que pour nous. Eux, ils se considèrent comme des joueurs professionnels. Et ils se disent, si maintenant on veut aller le plus loin possible, il va être forcément jouer contre des grandes équipes. C'est ce qu'ils ont pensé avec les Argentins. Oui, et puis il y a Karim qui est en train de rigoler de l'autre côté de l'écran. On vous entend, Karim, on vous entend.
Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est toujours difficile de vouloir faire des calculs dans le football. Quand on calcule à la fin, on perd. Je pense. Hein, et après, tous les joueurs qui sont compétiteurs, et je pense qu'un joueur autrichien, il va vouloir se rassurer lui. Jamal a peut-être à te décevoir, mais je pense qu'il va vouloir venir et vouloir gagner parce qu'il va se dire c'est l'Algérie, il faut qu'on gagne pour se rassurer de nous. Et voilà. Peut-être qu'après, dans les dernières minutes, là, tu peux lever le pied en disant bon, ok, match nul, ça nous arrange tous les deux. Ça peut être comme ça dans l'inconscient, mais un joueur de foot, s'il a l'occasion de marquer un but en Coupe du Monde, il va aller le mettre, hein, peu importe l'adversaire en face. C'est ce que je pense aussi. L'adversaire en face après, hein. Parce que si tu veux aller loin, il faudrait gagner l'Espagne, il faudrait gagner le Brésil. C'est ça. Ce serait bien un match nul de partout, 3 partout. Hein. Non, mais parce que regarde, non, mais Jamel, mets-toi en condition. Ça veut dire que moi, si je suis joueur, un coach, il me dit non, il faut qu'on fasse match nul. Je vais dribbler, je vais arriver devant le but, je vais faire quoi? Je tire à côté, je suis obligé de marquer. Non. C'est ça que le coach m'a dit. C'est pour ça que j'ai dit, Karim, on ne peut pas calculer. Tu ne peux pas calculer. Et donc, Jamel, pour résumer, le scénario idéal, ce serait de faire un match nul. Les Autrichiens ont bien calculé contre les Allemands en 82. Ils calculent généralement bien. Ils connaissent très bien, ils connaissent très bien ce scénario. Attends, Jamal. Ils connaissent très bien ce scénario. Au début de l'émission, tu nous as dit qu'il faut oublier cette. Non, j'ai dit qu'il faut oublier l'esprit de revanche. Mais pas le scénario. Il faut oublier. Donc, j'ai dit, c'est une autre génération. Il faut oublier l'esprit de revanche que nous devons prendre contre les Autrichiens parce qu'on va au suicide comme ça. Je peux vous assurer. Je vais faire une petite si on va essayer de gagner par tous les moyens, on va au suicide. Jamel, je pense que le match va se disputer jusqu'à la 75e. À la 75e, s'il y a 0-0, je pense que les deux équipes joueront le 0-0. Oui. Mais à partir du 75e. Avant, ça va jouer pour... Avant, ça va jouer... Il y aura une égalisation d'un côté comme de l'autre. Allez, merci. On passe à un autre sujet. Il adore. Allez, on passe à un autre sujet. Donc, parmi les satisfactions, messieurs, de ce début de compétition, un nom revient avec insistance, celui de Fares Chaibi. J'ai nommé un profil polyvalent au service du collectif. À vous, Khaled, c'est tout de suite dans l'œil de Khaled. Bon, Fares Chaibi. À vous, Khaled. Fares Chaibi, on va le présenter un peu plus précisément. C'est un joueur qui a 23 ans. Il est né en novembre 2026. Il va faire ses 24 ans dans quelques mois. Il a déjà 32 sélections. Il a mis 3 buts. Donc c'est un jeune, mais c'est pas un jeune non plus dans la sélection. Donc Fares, pourquoi moi j'ai choisi Fares? Parce que tout simplement, dans l'œil du sélectionneur, c'est un joueur qui est très polyvalent. Il est capable de jouer à différents postes, on va revenir par la suite. C'est quelqu'un qui est techniquement qui est très à l'aise. Il a une excellente première touche qui lui permet d'être toujours dans le sens du jeu. Il a justement aussi une très bonne vision. Malheureusement, on n'a pas les images animées, mais c'est quelqu'un qui, avant de recevoir le ballon, toujours en train de scanner. Il prend toujours l'info avant. Il est capable aussi de trouver la solution même sous pression. C'est-à-dire que son aisance technique lui permet, comme il fait un bon contrôle, lui permet d'être dans le sens du jeu. Et ça lui permet aussi de voir les différentes options. Donc ces stats, elles sont, moi je trouve, solides, surtout en Allemagne. Avant de parler de l'équipe nationale, c'est quelqu'un qui a 10 passes décisives cette année. Il en a 9 en championnat, il en a une en Ligue des Champions. Il a marqué 2 buts en championnat, il en a marqué 1 en Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui, cette année, je le trouve très très régulier, même si pour moi c'est peut-être un axe de progression où il doit progresser. En équipe nationale, c'est quelqu'un qui est très précieux, Fares. Pour le sélectionneur, comme je vous l'ai dit, il a utilisé à différents postes. Contre la Guinée en Coupe d'Afrique, il l'a utilisé piston gauche. Contre la Hollande en match amical, il l'a utilisé comme un numéro 8. Et contre l'Uruguay, si vous vous souvenez, il l'a utilisé devant la défense avec Boudaoui. Et c'est quelqu'un qui, comme il a une intelligence tactique très importante, il est capable de s'adapter. Et là où vous le mettez, il rend des copies qui sont quasiment pas parfaites, mais toujours bonnes. Donc c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui est très important. Moi, je l'ai connu quand il était jeune, avant qu'il parte à Toulouse. Donc je l'ai eu, moi, on l'utilisait comme un 8 quand il avait 16 ans, 17 ans. Et là où je pense qu'il a basculé dans une autre dimension, c'est quand il a été à Toulouse et qu'on l'a mis sur le côté gauche. Le poste qu'il occupe actuellement avec la sélection nationale en Coupe du Monde. C'est parce que déjà, comme il avait du talent, généralement tous les joueurs qui ont du talent quand ils sont jeunes, eh ben, ils en font moins physiquement. Ils jouent uniquement sur leur qualité.
le fait qu'il soit à Toulouse, il a gagné en volume de jeu. Donc ce poste-là demande d'être exigeant physiquement, donc il faisait beaucoup d'allers-retours. Donc le jour où il a rebasculé en numéro 8, notamment à Francfort, c'est devenu un joueur box-to-box. Avec les qualités techniques et les qualités physiques dont il a progressé quand il était à Toulouse, c'est devenu le joueur que l'on connaît aujourd'hui. Donc pour moi, Fares, non seulement c'est un joueur actuel qui est très important, on le voit par rapport à son début de Coupe du Monde, mais pour moi, il est l'avenir aussi de l'équipe nationale. C'est-à-dire, après cette Coupe du Monde, je pense qu'il va s'installer de manière durable. Par contre, il a quelques axes de progression encore, notamment sur le plan athlétique. Je l'ai vu cette année en Ligue des Champions, mais même des fois en Coupe d'Afrique. Quand il y a des joueurs athlétiques en face de lui, physiquement, des fois, il a du mal à répondre. Il a aussi, je pense, aussi un axe d'amélioration au niveau de ses statistiques. Il se retrouve pas mal de fois dans la surface adverse, mais il ne marque pas encore assez de buts. Je pense que s'il arrive à progresser sur ce point-là, il va changer encore de dimension. Et le dernier point pour moi, c'est mentalement. Il faut qu'il gagne aussi en régularité. Cette année, il fait une bonne saison, mais l'année d'avant avec Francfort, il a eu des hauts et des bas. En équipe nationale, parfois aussi. Donc s'il arrive à être régulier, à améliorer ses stats, comme je vous l'ai dit, Fares Chaibi, c'est l'un des joueurs importants de cette équipe nationale. Merci Khaled pour cette excellente présentation du joueur. Exactement, exactement, et on y reviendra pour un débat après la pause. Bienvenue mesdames et messieurs dans la deuxième partie de Club Mondial et c'était l'œil de Khaled, un zoom sur Fares Chaibi, l'un des joueurs les plus en forme en ce début de compétition. Allez, je viens à Jamal, donc polyvalence, régularité et surtout une montée en puissance d'un jeune profil polyvalent au service de l'effectif. Oui, certainement, c'est un joueur qui est en train de monter en puissance. Il s'affirme de jour en jour comme un élément indiscutable du 11 type pratiquement. C'est un joueur sur lequel Petkovic compte beaucoup parce qu'il l'aligne souvent à différents postes. On a parlé de polyvalence. Peut-être ce qu'il a oublié de signaler, omission seulement, c'est qu'il a une puissance de tir exceptionnelle. Oui, bien sûr. Hein? Mais vraiment, c'est lorsque sur coup de pied arrêté, souvent c'est lui qui s'en occupe. Même Haz lui laisse des fois la possibilité de tirer les... Mais je voudrais savoir, tu l'as eu en jeune? Je l'ai eu en jeune, moi, pendant 2 ans. Ouais. On l'a accompagné de U16 à U17. Et il avait déjà ces qualités-là de numéro 8. Et comme je l'ai dit, en fait, comme il avait beaucoup de qualités, il s'était arrêté sur ses qualités. Il ne travaillait pas, il était un peu feignant. Donc c'est pour ça que je dis son passage à Toulouse, il a été important pour lui. Mais il avait aussi beaucoup de personnalité. Il est caractériel. Oui, beaucoup de personnalité. Quand vous êtes jeune et que vous avez beaucoup de personnalité, ça peut être perçu comme d'insolence. Donc il fallait le mesurer. Donc c'est vrai que certaines fois, dans des matchs importants, on le mettait sur le banc pour essayer de trouver l'équilibre. Pas pour le sanctionner, mais pour lui faire comprendre que nul n'était indispensable et qu'il fallait toujours travailler. Donc non, on a essayé de l'accompagner. Après, il avait aussi des qualités prédisposées. Hein. Donc nous, on a essayé de l'accompagner pour le faire grandir. Et je pense que son passage à Toulouse, je me souviens, je crois que c'est l'entraîneur, c'était Montagnier, a été pour beaucoup dans le Fares Chaibi qu'on voit actuellement. Parce que comme je l'ai dit, le fait qu'il soit basculé à gauche et qu'il a travaillé en volume de jeu en faisant beaucoup d'allers-retours, lui a permis de grandir et d'être un joueur aujourd'hui professionnel, on va dire aguerri. Même à Francfort, il fait une belle saison. Donc tout est positif pour lui et pour l'équipe nationale. Mustapha, est-il devenu indispensable dans le système de Petkovic? Bien sûr, un véritable compétiteur, Fares. Très bon joueur, très clairvoyant sur un terrain, un bon tireur. Il a beaucoup de qualités pour être un des leaders de cette équipe. Donc, si on voit les performances, surtout lors des 2 premiers matchs, je pense qu'il fait beaucoup de travail, hein, sur tous les plans, défensivement, offensivement.
même si c'est un joueur qui a du caractère. Moi, j'aime bien les joueurs qui ont du caractère. Il a une certaine personnalité, donc Fares reste un élément incontournable dans l'effectif de Petkovic et dans notre sélection. Karim, Khaled a parlé de sa plus grande qualité, sa polyvalence, mais la question que j'aimerais vous poser, quel est aujourd'hui son meilleur poste? En tout cas, c'est quelqu'un qui est, on le voit en tant que 8, une personne de couloir qui joue sur sa vitesse, c'est pas trop le cas, mais c'est quelqu'un comme box. Il a dit Khaled box to box, avec un peu en étant flexible, en faisant des courses en profondeur, un 8. Là, le poste comme il le joue avec l'équipe nationale, ça lui va assez bien. Quand on joue à 3 au milieu, il y a une pointe basse et puis 2 pointes hautes, une des deux, là c'est un poste qui lui correspond assez bien. Ce que je voudrais dire aussi le concernant, parce que du coup moi je le vois à Francfort, où j'y ai encore Delia, il a su aussi rentrer dans le moule allemand, donc c'est quand même un joueur sur lequel c'est assez intéressant de travailler tactiquement, parce qu'en Allemagne il y a une rigueur, il y a tellement de joueurs que si vous respectez pas les consignes, en fait on prend le suivant, hein. Donc il sait respecter les consignes, et avec ce genre de joueur-là, c'est toujours assez agréable de mettre un plan tactique en place, parce que c'est les joueurs qui respectent à la lettre en fait les consignes qui lui sont données. Donc Khaled, vous avez connu Fares Chaibi de près lors de son passage à Lyon, vous l'avez dit tout à l'heure, chez les U16, c'est ça? Et puis vous avez donc suivi sa progression. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans sa progression? Sa confiance en lui. Comme je le disais, en fait, sa confiance en lui permet d'avoir cette personnalité-là. C'est-à-dire qu'en fait, il est impressionné par rien. Et la preuve, c'est que sa précocité, il vient d'un monde amateur. Il n'était pas en centre de formation, Fares. Il était dans le 2e club de Lyon, qui s'appelle le FC Lyon. Et en fait, toutes ces catégories jeunes sont en haut niveau. Mais son équipe première ne l'est pas. Donc, il bascule en 2020, il me semble, à Toulouse, en U19. Et même pas un an après, il est en pro et titulaire indiscutable. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas impressionné par ni le monde pro, ni qui que ce soit. C'est pour ça que je le dis, la perception qu'on a de lui, des fois, ça peut être quelqu'un d'arrogant, alors qu'il ne l'est pas. C'est juste quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, qui a beaucoup de personnalité. Et pour pouvoir jouer en haut niveau, il en faut. Donc moi, je dirais, au-delà de ses qualités, qu'il montre chaque week-end et qu'il montre à l'équipe nationale, la grande force de Fares, c'est sa personnalité. Et oui, sa personnalité. Et puis, et si je peux rebondir sur ça, parce que c'est important ce qu'il dit, Khaled, là, si on sort un peu du thème de la Coupe du Monde sur le football d'une manière générale, avoir du caractère pour un joueur professionnel est obligatoire. Un joueur qui n'a pas de caractère, il passe pas. C'est la guerre en fait. S'il y a tellement de concurrence, tout le monde veut jouer, tout le monde veut avoir sa chance. C'est le rêve que tous les enfants du monde souhaitent être footballeurs professionnels. C'est la logique du football moderne, on est d'accord? Non, mais c'est pas la logique, c'est un prérequis. C'est un prérequis C'est un prérequis. Sans ça, c'est pas possible de passer professionnel. Il y a tellement de concurrence, tellement d'échelons, il y a tellement de difficultés et d'adversités. C'est-à-dire que si vous faites pas de preuve de caractère et que vous n'êtes pas capable de surmonter tout ça, c'est bon en fait. Vous allez naturellement, à un moment donné, être mis de côté. Et il y en a un autre qui va venir et qui lui aura montré ce caractère-là et qui passera. Et je pense que c'est le cas dans tous les domaines, hein, Jamel? Allez, on espère. Je vais juste rebondir sur un truc. J'avais un formateur qui disait le foot est un sport collectif et le foot de haut niveau est un sport individuel. Ouais. Chacun pour sa peau. C'est dans le viseur. Chacun pour sa peau. Et puis, en espérant que Fares Chaibi, il est appelé de toute façon à devenir l'un des visages du football algérien dans des prochaines années. Allez, on va passer à la deuxième partie et au bilan de cette deuxième journée. On connaît déjà les noms des équipes qualifiées pour les 16e. Jamel, Mexique, les États-Unis, l'Allemagne, l'Argentine, France, Norvège, Colombie, Suisse, Canada et la Bosnie-Herzégovine. Pas de surprise concernant les hiérarchies respectées jusqu'à présent. Jusque-là, il n'y a pas de surprise avec la qualification des 3 pays organisateurs, Mexique, Canada, USA. Même si aujourd'hui, le Canada s'est fait surprendre par la Suisse. Donc, elle perd sa place de premier au classement. Peut-être c'est une chose qu'ils ne s'attendaient pas parce qu'ils pensaient affronter un des troisièmes, notamment peut-être la sélection algérienne, si dans un des cas. Les autres équipes, oui. La Bosnie qui enregistre pour la première fois un passage au deuxième tour. C'est ce que j'allais dire, peut-être la surprise. C'est ce que j'allais dire, Jamel. Oui. Parmi tous les équipes citées, c'est peut-être la Bosnie qui est un peu. Oui, parce qu'elle a joué aussi le Qatar aujourd'hui. En dernière journée. Donc 3-1 contre le Qatar.
C'était un match assez serré en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je ne sais pas, on n'a pas suivi toute la rencontre. Mais sinon, pour le reste, toutes les équipes, le Mexique... Elles sont attendues. Oui. Il y a aussi le Ghana aussi. C'est une surprise, le Ghana. Oui. Avec Queiroz. Il a réussi à accrocher l'Angleterre. L'Angleterre qui est passée. Exactement. Toutes ces équipes sont déjà passées parce qu'elle a accroché son 4e point. Jamais, la déception reste les champions d'Afrique. Quoi? Sénégal. Le Sénégal, la déception. Pour le moment, on ne sait pas s'ils vont se qualifier parce qu'ils peuvent, avec 3 points, ils peuvent se qualifier aussi dans un des cas. Oui, mais jusqu'à présent, c'est une déception. Oui, une grosse déception. Ils ont produit. Oui. Après, quand tu entends tout ce qui se passe autour de la fédération avec les problèmes, tous les problèmes. Il y a trop de problèmes. C'est décevant. Ouais. C'est décevant parce que tu ne peux pas passer de champion d'Afrique à être dans cette situation en même pas 6 mois. C'est vraiment triste. De manière, toutes les équipes qui ont déjà 4 points sont déjà passées. Et puis il y a des équipes qui ont déçu. On connaît déjà les équipes éliminées, comme la Tunisie par exemple. Haïti, la Turquie aussi. Haïti n'a pas encore... Haïti, Panama... n'a pas encore abdiqué totalement, il lui reste un match. Aujourd'hui, à 11h, il joue contre le Maroc. Et puis, Mustapha, tout est possible en football. Et puis, Mustapha, les prétendants au sacre affichent leurs ambitions dès le début. On parle du Brésil, du Portugal, de l'Argentine. Le Brésil, un degré de moins. Je dirais peut-être qu'au vu de ce qu'on a vu, je dirais peut-être que l'Argentine, la France, la Hollande. Voilà. Peut-être qu'au vu des premières journées de cette compétition, mais il y aura aussi quelques sélections qui montent en puissance. Donc, quel que soit, je dirais que l'Argentine et la France, peut-être qu'ils iront très loin dans cette compétition. C'est les deux équipes qui ont fait la plus forte impression, l'Argentine et la France. Après, le Brésil, ça va dépendre du match de ce soir contre l'Écosse. On aura une meilleure idée de cet effectif. Pour évaluer cette équipe du Brésil. Parce qu'elle fait une entrée poussif, elle gagne le deuxième match contre Haïti. Maintenant, on va voir, il y aura une adversité. On va voir comment elle va répondre. Mais oui, c'est vrai que lors de ce premier tour, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment, la France et l'Argentine ont fait forte impression. Karim, les favoris ont répondu présent. Quelle sélection vous a le plus impressionné ou attiré, peut-être? Comme l'a dit Khaled, la France et l'Argentine, pour deux choses différentes. L'Argentine, tout le monde parle de Messi, mais moi, c'est plus le collectif qui m'a. Alors, c'est un collectif aussi qui est organisé pour Messi. Ils jouent tous et courent tous pour lui. Mais lui, en même temps, il le rend bien à tout le monde, donc tout le monde court pour lui avec plaisir. Et la France, elle a quand même des individualités qui sont assez extraordinaires. Et puis, vous avez parlé, Jamel, tout à l'heure, du Ghana. L'une des surprises de ce deuxième tour qui a créé la sensation. Puis aussi, il y a aussi le Cap-Vert aussi. Deux équipes africaines. Le Cap-Vert n'a pas encore assuré sa qualification. Oui, elle a fait 2 matchs nuls. Donc elle est à 2 points seulement. Par contre, le Ghana est déjà à 4 points. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont tenu en tête à l'Angleterre, à la grande Angleterre. Grâce à un certain Carlos Queiroz. Ce qu'ils ont produit les Cap-Verdiens lors des 2 matchs, c'est excellent. Oui, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier. Oui. S'ils perdent aujourd'hui, ils ne vont pas se qualifier. Oui. Mais par rapport au parcours, il est... Oui, le parcours, oui. Mais par contre, le Ghana, sans crier gare, sans être une grande équipe, ils sont déjà en 16e de finale. Ouais. D'autant plus qu'ils ont eu, comme tu dis, ils ont changé d'entraîneur, ils ont eu des problèmes au dernier rassemblement au mois de mars. Queiroz est arrivé au mois de mai. Oui, après le mois de mars. Ouais. Ils avaient perdu lors de match. Ouais. Et puis il y a l'Égypte aussi, Khaled, qui a fait aussi sensation, grâce à Mohamed Salah, qui confirme son importance. Oui, l'Égypte. Oui, je pense que c'est peut-être son dernier tournoi majeur. Sans doute, oui. Sans doute. Et puis comme l'a dit Jamel il y a quelques jours, c'est leur première victoire en Coupe du Monde. Historique, donc de quoi ramener de la confiance, de la joie dans ce groupe. On sent que le groupe vit bien. Donc oui, il va falloir compter sur cette équipe d'Égypte, en espérant qu'ils continuent sur leur lancée. Ils peuvent terminer la première place. Oui. Que dire sur la participation africaine dans ce tournoi, Mustapha? Oui, je pourrais peut-être déçu. Bon, je suis déçu par la prestation des Sénégalais, des champions d'Afrique, comme je l'ai dit avant. Oui. Très déçu. Après, quand on voit le Cap-Vert, on voit l'Algérie lors du deuxième match,
peut-être qu'on est un petit peu très confiant pour ce qui va arriver. C'est vrai que le Congo reste toujours en course, vu qu'il a toujours un point et il lui reste un match. Je pense qu'il est à sa portée contre l'Ouzbékistan. Voilà. Les Ivoiriens aussi, peut-être qu'ils pourront passer. Bon, après, quand on voit la Tunisie, on voit les autres sélections, je pourrais dire que le football africain en nette progression par rapport à d'autres sélections. Et puis il y a aussi... Ils ont déjà qualifié, le continent africain a qualifié déjà 3 équipes, en attendant le reste. Voilà. 3 équipes sont déjà qualifiées au 16e de finale. Mais c'est peu par rapport à 10 oui, mais non, il y a encore 3 autres équipes ou 4 autres équipes qui sont encore en course. Qui sont en course, oui. Donc, on peut faire je dirais pas un carton plein, mais à part la Tunisie qui est pratiquement éliminée avec un très mauvais goal average, le reste peuvent toujours postuler. Le Sénégal aussi peut au-dessus de la moyenne. On peut être au-dessus de la moyenne, je pense. On peut être 6 jusqu'à 5. Sur les 10, oui, on pourrait avoir 5 au moins à 6. Voilà, 5 à 6. Après, ce que moi je voudrais noter sur les prestations des équipes africaines, c'est surtout le contenu. C'est-à-dire que quand vous voyez les matchs, moi j'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai été impressionné par son contenu, même s'ils perdent difficilement contre l'Allemagne. Cap-Vert, contre l'Uruguay, ils m'ont fait forte impression, même s'ils ne sont pas encore qualifiés. Donc il y a certaines équipes qui jouent sans complexe. Le Congo contre la Colombie, ils m'ont un peu déçu parce que c'était un peu trop minimaliste. Je pense qu'ils auraient dû oser un peu plus, surtout qu'ils font un bon résultat lors du premier match. Mais non, moi ce que j'aime, c'est que généralement quand on venait les Africains, on jouait, on essayait de ne pas perdre. Là non, ils jouent sans complexe. Peut-être parce qu'il y a cette qualification en étant meilleur 3e, donc ça leur laisse une chance en plus. Mais pour l'instant... La Côte d'Ivoire, attention, la Côte d'Ivoire qui risque de passer avec 6 points. Qui peut passer, ils rencontrent Colo Chao, donc je pense que ça va leur porter. C'est pour ça que je dis non seulement elles risquent de passer, mais même en passant, elles risquent de passer le second tour. Certaines équipes auront leur mot à dire. Karim, on va écouter Karim. Quelle équipe africaine possède aujourd'hui le collectif le plus solide? En fait, pour moi, l'équipe qui avait le collectif le plus solide, c'était le Sénégal. De ce qu'on a vu pendant la Coupe d'Afrique, c'était vraiment robuste. Après, là, c'est vrai qu'on a un peu... j'ai pas envie de dire déçu, parce qu'en même temps, il y a plein de raisons qui font qu'ils ne sont pas à leur niveau. Et c'est un peu ça, ce qui est un peu dommage les concernant, parce qu'il y a eu tellement de problèmes et d'histoires là autour de cette sélection. Mais en fait, de ce qu'ils ont montré à la Coupe d'Afrique, là, il y a 6 mois, et l'équipe là maintenant, on sent bien que c'est plus exactement, il y a plein de petits détails qui faisaient la différence avant, et ben aujourd'hui où ça leur sert plus. Et donc, comme quoi la gestion dans le foot, c'est capital, parce que c'est mettre un cadre. C'est pas seulement avoir 11 joueurs sur le terrain qui jouent depuis tout le temps, mais c'est tous les petits détails qui doivent être pensés pour pouvoir permettre à la performance. Donc c'est aussi une grande leçon pour tout le monde. Malheureusement, Karim, je pense que les résultats en fait masquaient tout ça. Et en fait, parce que quand tu vois même le premier match contre la France, la première mi-temps, elle est exceptionnelle. Exactement. Ils sont à deux, 3 occasions pour pouvoir ouvrir le score. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont perdu, il y a tous les problèmes qui ont commencé à sortir. Et c'est pour ça que je trouve ça triste. C'est pas normal en 2026 qu'on ait encore ces problèmes, alors qu'on parle d'un champion d'Afrique. Exactement. Tu sais comment c'est en fait, c'est-à-dire que tu sais comment c'est dans le foot, c'est-à-dire quand tout va bien, ça va, personne n'ose rien dire, et dès qu'il y a le petit truc, et ben c'est là où après ça commence. Ah mais oui, mais. C'est dommage. Et en fait, quand il y a un bon cadre et qu'il n'y a pas de raison, en fait c'est tout le monde qui se remet en question soi-même. Et ne va pas chercher d'excuses. Pourtant, il y a eu un engagement du chef de l'État sénégalais à l'époque. C'est pour ça. C'était de grosses dotations, de grosses récompenses après le titre de champion d'Afrique. Et lorsqu'on voit maintenant. Mais c'était justement le souci qu'il y a eu pendant cette Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on leur a promis beaucoup de choses, et apparemment, de ce qu'on lit dans la presse, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles il y a eu des discussions encore pour histoire de primes. C'est ça, 6 mois sans salaire pour l'entraîneur, pour Pape Thiaw. Même le contrat du coach. Pape Thiaw, oui. Allez, on va finir avec Messi et Ronaldo qui défient le temps et continuent d'écrire l'histoire. 4 buts marqués par Léo Messi. 4, c'est ça 5, ok. Et 2 buts pour Cristiano Ronaldo. 5, un but refusé, un penalty raté. Exactement, il s'envole seul. Voilà. Comme meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde.
C'est vrai, mais tout reste possible pour ces joueurs-là, parce que tout le monde travaille pour Messi, tout le monde travaille pour Ronaldo. Un peu moins pour Ronaldo, pour avec Mbappé. cette équipe portugaise. Non, quand même. Hier, on a vu un bon Portugal. Et c'était aussi l'Ouzbékistan, quand même. Oui, mais c'était quand même... on a vu du beau football, c'était bien fait. On travaille pour Ronaldo pour essayer d'améliorer son statut aussi. Vous pensez que le Portugal est favori dans cette édition? C'est une des équipes qui va figurer parmi les quarts de finalistes, je suis pratiquement certain, moi, parce qu'il y a un bon collectif quand même, ils ont de grands joueurs. Espérons une Coupe du Monde pour Ronaldo. Ils vont commencer à monter en puissance, comme les oui. Et puis il y a aussi de grands noms aussi qui ont répondu présent. Mbappé, Haaland. 4 réalisations. Exactement, Haaland, d'autres, j'ai oublié d'autres noms. Les buteurs sont là. Après, juste pour faire la comparaison entre Messi et Cristiano, j'ai l'impression que Messi est plus facile dans ce qu'il dégage, en fait. Il y en a un qui, je pense, qui est à fond parce qu'il veut essayer de marquer. Il veut essayer de marquer, voilà. Il veut essayer de scorer. Vous parlez de Ronaldo, là. De Cristiano. Et puis, il y en a un qui est très simple, j'ai l'impression que et ça vient tout seul. Ça ne vient pas tout seul, mais c'est plus fluide. On peut prendre l'avis d'un attaquant. Moi, je pense que Mbappé va faire la différence. Peut-être aussi, il va les coiffer. Il va finir, selon vous, buteur? Il va finir meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Allez, Karim, qui va finir meilleur buteur? Et qui va remporter la Coupe du Monde? Allez, Karim, vas-y. Argentine, Portugal? Lâche-toi, Karim. Surtout pas un Allemand, hein. Ou un Autrichien. Un DAF. Mais ce que moi j'ai vu dans les statistiques, c'était la heatmap de Cristiano Ronaldo. Alors la heatmap, c'est la position où Ronaldo a passé le plus de temps. Donc il y a le terrain et on voit où il a passé le plus de temps. Et en fait, si on m'avait dit que c'était celle d'un gardien, j'y aurais cru aussi parce que le plus de temps passé, ça a été dans les 16 mètres dans les 16 mètres du gardien adverse. Donc ça montre bien la volonté à tout prix de vouloir marquer et de vouloir continuer à marquer les scores. Parce qu'il ne s'en cache pas. Mais comme il l'a dit Arlette, Messi, c'est plus léger, c'est plus simple, c'est moins, ça paraît plus simple pour lui. Naturel. Il y a le Messi avec 5 buts, il y a Mbappé, il y a Haaland, il y a Undav. L'Allemand. Oui, l'Allemand. 3 réalisations. Joueur préféré de Jamel. Voilà. Merci. Et merci. Sur ce classement, Mustapha, on arrive à la fin de l'émission. C'était rapide, c'était sympa comme d'habitude, avec de la bonne humeur. Et merci. On repasse à 1h30 déjà. Merci à vous tous. Merci Karim. On se voit demain, Inch'Allah, pour un nouveau rendez-vous de Club Mondial. Bonne soirée. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!